C'est avec une profonde émotion que nous ouvrons aujourd'hui cette conférence dédiée au trésor de la littérature polonaise sous l'égide de la Société historique et littéraire polonaise, où nous nous situons aujourd'hui. Depuis plus d'un siècle et demi, cette institution est vouée à la préservation et à la célébration du patrimoine culturel polonais, devenant le gardien vigilant d'une mémoire collective aussi riche que précieuse. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour explorer les liens profonds qui unissent la poésie et le théâtre polonais, nous perpétuons cette tradition d'excellence et d'engagement qui a toujours caractérisé notre société. À travers les interventions de nos distingués orateurs, nous vous invitons à un voyage au cœur de l'âme polonaise. C'est une soirée qui est en coorganisation avec l'Association des Polonais des grandes écoles françaises, en particulier son groupe de théâtre qui est dirigé par Maja Salaczyńska, qui a mis donc des personnes qui sont d'origine, qui ont des racines polonaises et qui poursuivent tout un nombre de projets, théâtre, conférences, ateliers pour les plus jeunes, et j'en passe. Que cette soirée soit placée sous le signe du partage et de la découverte, fidèle à l'esprit qui anime notre société depuis sa fondation, fait rayonner sa richesse, la richesse de la culture polonaise et tisser des ponts entre les peuples par la force des lettres. Je vous souhaite une conférence riche en échanges et en émotions, en cédant la parole à Maja Salaczyńska, qui est le chef d'orchestre de ce soir. Merci et bienvenue à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous et toutes ici durant cette soirée d'art et d'études consacrée à Stefan Witwicki. Cette soirée se déroulera en deux parties. Donc la première partie, ce sera une conférence sur la vie et l'œuvre de Witwicki. Et la deuxième partie, la partie artistique, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors maintenant, j'ai un grand plaisir d'accueillir Madame Dorota Jarząbek-Wasyl, qui est professeure à l'Université Jagiellońska de Cracovie, qui travaille à l'Institut de philologie polonaise, qui est spécialiste de la littérature et du théâtre du 19e et du début du 20e siècle. Elle s'occupe également de l'édition des manuscrits littéraires et nous sommes tous très heureux qu'elle ait accepté notre invitation et de l'accueillir aujourd'hui durant cette soirée consacrée à Witwicki. Dorota, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre invitation, de votre présence. Est-ce que ma voix n'est pas trop faible? Il faut utiliser le microphone, non? Alors, merci de votre indulgence pour tous mes fautes, mes erreurs de prononciation, parce que je n'ai pas fait mes études en français ou en France. Je suis spécialiste de la langue, de la littérature, du théâtre polonais. Alors, c'est pas si facile de parler français en France et à Paris et ici à la bibliothèque, mais je pense que peut-être Witwicki, le personnage le plus important aujourd'hui, ce soir, vous intéressera. Les mots dans les titres de cette conférence ont été prononcés par Adam Mickiewicz en 1827. À ce moment-là, Mickiewicz n'avait pas encore rencontré Witwicki en personne. Mickiewicz a été condamné par les autorités russes à l'exil. Il habitait à Moscou, à Pétersbourg à l'époque, et il ne pouvait pas non plus savoir que Witwicki deviendrait l'un de ses plus proches amis en exil en France, après leur rencontre à Dresde 5 ans plus tard. Mais maintenant, au début, nous sommes en 1827 et Mickiewicz exprime cette opinion sur l'écriture, sur les poèmes de Witwicki, est publié dans la presse varsouvienne. Et Mickiewicz, il n'était pas sans critique envers son collègue écrivain, car la citation complète de cette phrase est suivante. Witwicki wszakże ma talent, ale nie dbalec, nie czyta polskich pisarzów, mało myśli, a wiele pisze. Il faut
peut souligner que Mickiewicz a rapidement révisé cette opinion. Il s'est exprimé en termes élogieux à propos de Witwicki quelques mois plus tard, après avoir lu ses écrits critiques comme celui-ci. Ce soir, nous parlerons donc d'un homme recommandé par Mickiewicz lui-même, mais aussi d'un homme qui, par un étrange hasard, reste dans l'ombre de Grand. Car si l'on se souvient de Stéphane Witwicki aujourd'hui dans le cadre de la mémoire collective, c'est pour évoquer 3 ou 4 faits bien connus. Par exemple, d'abord, les manuels indiquent qu'il a succombé à la balladomanie romantique et a publié un recueil au même titre que les premiers volumes de poésie de Mickiewicz. C'était vraiment une chose dangereuse d'imiter ballades et romances de Mickiewicz, d'imiter la forme et d'imiter les titres. C'est à cause de ces faits audacieux, Witwicki a été considéré comme épigone, imitateur épigone. Mais il a été un ami proche de Mickiewicz en France pendant plus de 10 ans et ils se sont séparés à cause d'Andrzej Towiański. Et une autre fait bien connue, évoquée dans les encyclopédies, c'est le fait que Chopin a composé de la musique pour 10 des poèmes de Witwicki, les rendant célèbres dans la chanson romantique polonaise. Witwicki a connu depuis sa jeunesse à Varsovie le légendaire compositeur et par conséquent, il avait, peut-être c'est lui, il avait le droit de l'appeler tendrement comme ça. Mój Chopinko, po fortepianitro, mon petit Chopin, joue-nous donc un peu du piano. Cette phrase, elle est presque impossible de traduire du polonais en français, car la langue polonaise possède des mécanismes de transformation verbale et de création de mots incroyablement riches. Po fortepianitro. C'est le verbe, je pense, impossible en français. Et revenons en mouton, et les personnages élèves de Witwicki vont au-delà de ces quelques faits souvent évoqués et quelques anecdotes bien répétées. Je vais vous présenter Witwicki comme un homme ayant une biographie très troublée. Et ce sera dans la première partie de ma conférence. Et dans la deuxième partie, comme un écrivain émigré, un essayiste, fasciné par la langue comme outil pour naviguer entre les mondes de l'intime et de l'étranger. Et je pense que ce sont des sujets qui ont non seulement une importance historique, mais qui peuvent également s'avérer pertinents aujourd'hui. Il est né en 1801 dans la région de Podolie, en tant que fils d'un professeur d'un célèbre lycée, du lycée Archeniec. Son père était le professeur de la rhétorique et de la physique. C'était possible à l'époque d'unir des compétences si différentes. Après la mort prématurée de ses parents, Witwicki il a été élevé par Józef Lipiński, écrivain, inspecteur des écoles et membre de la Société des Amis des sciences à Varsovie, et c'est à cause de cette protection et depuis sa jeunesse, Witwicki il était fortement lié au cercle littéraire de Varsovie et il a étudié à l'université de cette ville. Parmi ses amis varsoviens se trouvaient poète, écrivain, mémoiriste Antoni Edward Odeniec, ami de Mickiewicz, Maurycy Mochnacki, historien et musicien aussi, pianiste et talenté, Józef Bogdan-Zaleski, poète de l'école ukrainienne, et aussi Witwicki appréciait également des auteurs plus âgés, comme Julian Puls-Niemcewicz, ami de Kościuszko, de général Kościuszko, et Kazimierz Grodziński, professeur de la littérature polonaise à l'université. Pendant un certain temps, Witwicki a gagné sa vie en tant que précepteur, puis grâce au soutien d'un de ses protecteurs, il a été nommé fonctionnaire à la commission de l'éducation, section de l'éducation juive. Et à l'époque,
jeune Jules Słowacki était également fonctionnaire à la commission des finances. C'est le destin de poète à Varsovie à l'époque, d'être fonctionnaire d'État. Et ils se sont rencontrés à Varsovie. Et, ils n'étaient pas amis, il n'y avait pas d'amitié entre les deux poètes, mais on sait qu'il y avait des liens. Entre 1820 et 1831, Witwicki était tout simplement un jeune homme instruit qui cherchait sa voie à Varsovie. Et tout laissait penser que le monde s'ouvrait devant lui. Il promettait d'être à la fois poète et bon journaliste, polémiste, n'ayant pas peur des débats passionnés. Nous parlons de l'époque du soi-disant combat entre les classiques et les romantiques. Et il posait un petit peu comme un bar de l'école du romantisme noir, explorant les motifs nocturnals et pessimistes dans sa poésie. Imaginez là, à l'époque, flânant entre la rue Nowy Świat et la rue Jabia, où il vivait dans des appartements loués. Il s'habillait de manière élégante, même si ses chaussures laissaient à désirer. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il manquait d'argent. Pas de cuisinière pour lui, ses repas venaient d'une taverne, mais il avait un valet qui ouvrait la porte aux invités. Avec Edward Odeniec, il avait l'habitude de boire beaucoup de thé noir, pas du café. Thé noir préparé dans une bouilloire à la manière russe. C'est la boisson divine à l'époque. Thé noir. En plus, il était amoureux à distance de sa fiancée, Kazimierza Szadulska. Il n'était pas pressé de se marier quand même, peut-être parce qu'il manquait de moyens d'existence. Son apparence n'est passée pas inaperçue, d'abord à cause d'un compagnon élégant de ses promenades à Varsovie, un lévrier anglais nommé Merry. C'est pourquoi Chopin s'adresse à l'époque à Witwicki, Monsieur Merry. Il était en plus un homme de la beauté évidente. Ce n'est pas mon opinion personnelle, mais l'opinion de l'époque. Il avait des traits hispano-italiens, des yeux sombres, un grand front, un air sérieux, parfois même un peu trop maîtrisé. Ses amis l'appelaient Staruszko, mon petit vieux. Bref, il représentait tous les traits d'un original de Varsovie. Il y avait deux faces chez M. Merry. La première, officielle, assez calme, raffinée, contrôlée, la face présentée au salon, et l'autre qu'on découvre en le connaissant mieux, une chaleur humaine, une étincelle électrique de cordialité qui attirait les gens à lui. Et puis il avait ce sens de l'humour vraiment rare, critique envers lui-même, parfait pour l'amitié. Ce Witwicki-là n'hésitait pas à fréquenter les cafés populaires de Varsovie, comme Honoratka ou Dziurka. Il écrivait des chansons de fête, riait, plaisantait et même faisait des farces aux gardes militaires russes du jardin Saski. Prenez par exemple sa chanson charmante Hulanka, Bacchanali, où il taquine la cervelle. On va l'écouter tout de suite. Je vous présente notre chanteur, notre pianiste. Alors, Hulanka. Musique, Frédéric Chopin. Texte, Stefan Witwicki. Szynkareczko, szafareczko, bój się Boga, stój! Tam się śmiejesz, a tu lejesz, miód na kaftan mój. Tam się śmiejesz, a tu lejesz, miód na kaftan mój. Nie daruję, wycałuję, jakie oczko brew. Nóżki małe, ząbki białe,
małe, hej, spalinie krew. Nóżki małe, ząbki białe, hej, spalinie krew. Cóż tam, bracie, wciąż macie mieć tam smutki czart? Pełno nędzy, odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pełno nędzy, odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pij, trzech pomije, biegi dziewczę w czas, by pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. By pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. Force et schmuck, c'est ton âme, c'est ta flamme qui jaillit du bas. Dans la veille, dans le blesse, dans l'ivresse, je n'abaisse. À la danse, au chant, se mélange dans les champs, plus fort galant. Merci beaucoup. Tout cela révèle la facette de Witwicki comme l'homme social, convivial et de véritable ami. Même à cette époque, il était un soutien pour ses amis poètes, les aidant, corrigeant leurs textes, les accompagnant dans leurs essais d'écriture. Il était comme un sage-femme des idées créatives et un compagnon de discussion et de promenade. La littérature romantique, ce n'est pas de la solitude, mais plutôt une célébration de l'amitié et de la dynamique qui en découle. En ce qui concerne sa propre création à l'époque, il s'agit de déjà mentionner Ballades et romances, qu'il considère d'ailleurs comme faibles, qu'il retire lui-même de librairie. Il écrit 2 pièces de théâtre et assiste à la représentation de l'une d'elles au théâtre de Varsovie, ainsi qu'au théâtre amateur, où il joue aussi. Il publie un tome d'aphorismes, alors il a le goût pour la prose aussi. Et enfin, en 1830, il publie 2 nouveaux tomes de poésie qui abordent des thèmes folkloriques et bibliques. Avant et pendant les soulèvements de novembre, il était surtout connu comme poète. Et je consacrais beaucoup d'attention au portrait de Witwicki avant l'insurrection, car c'est un portrait typique, caractéristique. Celui d'un jeune homme créatif et dynamique qui hésitait entre la poésie et la prose, la critique littéraire, et qui s'alimentait de l'amitié des talents de sa génération. D'autre part, c'est seulement en connaissant la genèse de Witwicki que nous pouvons voir comment son existence a changé, comment son existence a été modélée différemment en émigration et dans quelle situation il s'est trouvé en France. Après l'insurrection, Witwicki décide de quitter le pays. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui menace? Un danger personnel ou de représailles? Il faut savoir que Witwicki a participé à l'insurrection de novembre 1831 comme soldat en service au Belvédère. C'est un fait très important parce qu'il n'y a pas d'informations sur cela aux encyclopédies, Wikipédia ou partout dans l'Internet, c'est pas connu. Alors, il était artillère de la garde nationale et aussi greffier à la conférence des ministres. Alors, il n'était pas une personne invisible. Et si nous voulons comprendre pourquoi il décide de partir, il suffit de lire sa brochure publiée à Paris en 1833
intitulé Moskalev Polszcze. Et en français, parce que c'était traduit, la brochure a été traduite tout de suite en français par Bogdanianski, les titres russes en Pologne. C'est une analyse très concrète, factuelle, pleine d'observations qui ont bouleversé l'opinion publique de l'époque. Witwicki y décrit le comportement des Russes pendant l'insurrection ainsi que le terrorisme qui a frappé Varsovie. Il devient ainsi un reporter des crimes de guerre ainsi que un témoin de l'humiliation de la ville et de ses habitants. Il n'y a plus de Varsovie à laquelle il pourrait revenir. La Varsovie de sa jeunesse n'existait plus à cette époque, après l'insurrection. Witwicki a également écrit plusieurs œuvres connues sur l'insurrection, comme une paraphrase de Mazurek Dąbrowskiego et la prière pour la victoire. En quittant le pays, en passant par Dresde pour se rendre à Paris, il rejoint environ 5000 Polonais qui ont également décidé d'émigrer. Mais il faut savoir que près de 9000 patriotes menacés d'arrestation vont quitter leur terre natale pour l'un des pays occidentaux qui acceptent de les accueillir, la France, l'Angleterre, la Belgique. La plupart d'entre eux, ce sont les hommes, et ce sont les gens pratiquement sans moyens de subsistance, séparés de leur famille, privés de la possibilité de fonder leur propre foyer familial pour des raisons financières et psychologiques. Et selon l'opinion de Witwicki, c'est la famille orpheline, ou la famille polonaise, l'émigration polonaise, la grande émigration, c'est la famille d'orphelins, des orphelins. Et ici, le talent humain, pas littéraire, mais humain, de Witwicki qui se développe de manière démesurée. On le retrouve partout à Paris, au sein des parties de l'Hôtel Lambert, où naissent des associations littéraires, historiques, d'entraide, de lecture et même religieuses. Et voici la liste des organisations les plus importantes auxquelles Witwicki a adhéré et dans lesquelles il a été actif. Société littéraire polonaise à Paris, bien sûr, et il participe activement en tant que membre actif. Il a présenté de nombreux articles sur l'histoire et la littérature, et notamment au sein de la section historique à partir de 1836. Il intervenait lors de débats. Alors, lors des réunions de la Société historique et littéraire polonaise et aussi lors des réunions à la bibliothèque polonaise, Witwicki a lu 10 de ses articles consacrés à l'histoire et la littérature polonaise, mais aussi aux questions d'émigration. Nous sommes donc ici dans un lieu et dans une institution où l'esprit de Witwicki est présent depuis le début. Peut-être l'âme de Witwicki, quelque part, l'énergie de ce personnage est quelque part parmi nous. Et Wieczory Pielgrzyma, les soirées de pèlerins, c'est le recueil des essais qui étaient premièrement au début présentés oralement devant le public de la société littéraire polonaise. Il y a beaucoup d'organisations, sociétés de secours éducationnel, Towarzystwo Pomocy Naukowej, qui s'occupaient des questions d'éducation de la jeunesse, de la jeune génération des émigrés polonais, et visait à rédiger des manuels scolaires auxquels Witwicki et Mickiewicz devaient participer. Et Société polonaise polytechnique, Towarzystwo Politechniczne. Alors, les ingénieurs polonais ont invité Witwicki et les autres artistes et poètes pour être les membres honoraires de cette société, dirigée par Général Józef Bem.
c'est aussi intéressant. Société de bienfaisance des dames polonaises, Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, dirigé par Madame Czartoryska. Ça, c'est une institution, organisation vraiment importante. Et Witwicki jouait un rôle de distributeur des aides. Alors, il courait partout, il cherchait des gens qui avaient besoin d'aide financière, matérielle, je ne sais pas. Et Bibliothèque polonaise, c'est aussi l'institution où Witwicki s'est engagé dans la collecte de livres pour enrichir cette institution. Et il y a aussi confréries religieuses, parce que c'est très important qu'on souligne que les Polonais pratiquaient comme catholiques sous le temps, et ils cherchaient à former une sorte de la communauté chrétienne évangélique après l'insurrection, après d'être condamnés à l'exil. C'est la vie religieuse qui est une sorte de voie, le chemin qu'ils choisissent. Les frères unis, bracia zjednoczeni, les cercles de Mickiewicz, Gorecki, Zaleski et autres, les confréries, les membres de cette confrérie et aussi Witwicki, confrérie du service national, Bractwo Służby Narodowej, fondée par Jański, à laquelle Witwicki était sympathisant. Confrérie de Saint-Stanislas, c'est très intéressant parce que fondée par Witwicki lui-même, il jouait un rôle central dans les publications catholiques, parce qu'il voulait traduire Saint-Augustin et son ami proche Ignacy Domejko et ami de Mickiewicz, ingénieur, géologue, traduit Thérèse d'Avila pour la confrérie de Saint-Stanislas. Et congrégation de la résurrection du Christ, il y a une hypothèse que Witwicki a voulu devenir prêtre, le membre de cette congrégation. Mais ce n'est pas sûr. Et bien sûr, il a aussi lui-même publié à cette époque, et oscillant de plus en plus dans ses travaux vers la prose et vers une littérature que je qualifierais d'utile, didactique, interventionniste, épistolaire. Alors, c'est le romantique qui a été engagé dans un jeu didactique. C'est pas facile, c'est même dangereux pour l'individualiste romantique d'être moraliste, mentor de sa génération. Et Witwicki vit à Paris, et dans la pauvreté, et surtout une lutte contre une maladie des os, et les mal des potes, c'est l'infection disco-vertébrale et tuberculeuse, qui les rendait périodiquement totalement incapables de se déplacer. Et il passait nuit assis dans une chaise. Il lui arrivait de ne pas pouvoir descendre les 90 marches qui séparaient son appartement de la rue. Et sa vie est marquée par une série de douleurs extrêmement pénibles et par la recherche d'un traitement efficace, que ce soit à Baden, à Dieppe ou chez le hydrothérapeute Vincent Preschnitz en Silésie. Et il renonce à l'idée de fonder une famille. Il se sépare avec sa fiancée, Kazimiera, et c'est l'époque où ses amis voient naître de nouveaux enfants autour de lui. Cependant, dans ses lettres, nous trouvons un homme qui ne perd ni son humour, ni son sens de la distance par rapport à lui-même. Il a écrit à Bogdan Zaleski en 1839 « Ne tombe pas malade,
laisse ça à ceux comme moi qui ne font rien d'autre. La maladie ne l'isole cependant pas des autres, mais semble plutôt de sensibiliser à leurs besoins. C'est à la moitié des années 1830 que Witwicki devient l'ami le plus proche de Mickiewicz. Ils sont inséparables, jour et nuit. Ils se rencontrent parfois 2 fois par jour. Ils se promènent, ils discutent, ils écrivent ensemble le Panthère rouge, l'épopée nationale. Ils corrigent des textes. Ils boivent du café ou de l'alcool, je ne sais pas, mais ils sont inséparables à cette époque. Et aussi, Witwicki, il s'implique dans les péripéties familiales de Mickiewicz. Il aide également Zaleski, le motivant à poursuivre son travail poétique et lui arrange un mariage. Un véritable ami. Et en même temps, il correspond avec de nombreuses personnes, tant en Pologne qu'à l'étranger, avec Georges Sand, par exemple. Witwicki reste un membre très actif de la communauté polonaise en exil, mais il y a des périodes, des moments où il vit tout seul, presque en ermite, se consacrant de plus en plus à des pratiques religieuses. Sa mort à Rome en 1847, causée directement par la variole, il y avait l'épidémie de variole à Rome à cette époque, mais aggravée par toutes ces autres maladies, et sa pauvreté, je pense, sa mort a des allures de fin martyr de sa vie. Et Messier Marie meurt comme un martyr, aux yeux de beaucoup de gens autour de lui. Et c'est ainsi que Norvide, Cyprien Norvide, l'a perçu et dépeint, capturant un portrait touchant des jours derniers de Witwicki dans son ouvrage poétique, lyrique, Les fleurs noires. Écoutons un petit extrait de cet ouvrage. Po około tego czasu spotkałem był wstępującego ze schodów hiszpańskich, pochylonego jako starca i kijem pomagającemu chodowi swemu Stefana Witwickiego. Śliczna, młodości jakiejś wiecznej pełna twarz jego i włosy jak z hebanu mistrzowsko wyrzezane ornamentacje w grubych partiach na ramiona spływające, szczególniej wyglądały przy tym sposobie wleczenia się o kiju, bardzo zgrzybiałem starcom jedynie właściwym. Niedługo potem odwiedziłem go był w mieszkaniu jego, ale już to zaszło przed śmiercią jego na jaki tydzień. Leżał ubrany jak zwykle na kanapie, męczyło go mówienie. Spoglądał tym samym wzrokiem, niezwykłą zawsze jasność i zarazem krople łzy mającym w sobie. Tudzież podnosił się niekiedy, podając rękę komu, aby go przeprowadził po pokoju. Tak to, spojrzawszy ku mnie, wchodzącemu doń, przywitał mnie, a wyciągnąwszy rękę, posunął mi po ziemi leżącą przy kanapie pomarańczę, którą uprzejmie przyjąłem i podniosłem. Gabriel Różniecki właśnie, że był tam, bo on do ostatniej chwili całe noce przy świętej pamięci Stefanie już zupełnie zdefigurowanym ospą siadywał, usługi wszelkie mu oddając. Otóż Stefan Witwicki dał zrozumieć Gabrielowi, że chce z kanapy wstać, a ten rękę podał i zaczęli w koło pokoju powoli obchodzić. Tak to, wlokąc się, po raz pierwszy Witwicki wpadł w lekki, bardzo błogi, ale widzialny obłęd i zaczął tu i ówdzie wskazywać ręką i zatrzymywać się. A to, mówił, co to za kwiat jest? Ten kwiat, proszę cię, a nie było kwiatów w mieszkaniu. Jak się nazywa ten kwiat u nas? Bo tego pełno w Polsce jest i te kwiaty, i także tamte kwiaty, to jakoś u nas zwyczajnie się nazywają. Potem
Już odwiedzałem Witwickiego, kiedy leżał zdefigurowany, panującą podówczas ospą i już nic nie mógł mówić. Et je vous lirai le même extrait en français grâce à Barbara Szpakowska qui nous a aidé à traduire cet extrait. C'est vers cette époque que je rencontrai Stéphane Witwicki, descendant les escaliers de la Trinité des Monts, courbé sur sa canne dont il s'aidait pour marcher. Son beau visage rayonnant d'une éternelle jeunesse et sa chevelure retombant sur ses épaules en masses épaisses, tels les ornements sculptés dans l'ébène d'une main de maître, frappaient par un contraste saisissant avec sa démarche traînante, propre seulement aux vieillards bien décrépits, et que l'usage de la canne ne faisait qu'accentuer. Peu après, je lui rendis visite dans ses appartements, et ce fut une semaine environ avant sa mort. Il était allongé sur le canapé, vêtu comme à l'accoutumée. Parler le fatiguait, mais son regard demeurait le même, toujours aussi incroyablement clair, tout en étant comme mouillé de larmes. Il se relevait de temps en temps, et d'un geste de la main, il demandait à l'un de nous de lui faire le tour de la chambre. C'est ainsi qu'il me regarda et me donna la bienvenue, me voyant entrer, et baissant son bras vers une orange posée par terre au pied du canapé, il la fit rouler vers moi. Je l'acceptai et la ramassai poliment. Gabriel Różniewski s'y trouvait justement, car il avait passé des nuits entières auprès de Stéphane Witwicki, déjà complètement défiguré par la variole, et ce, jusqu'à ce qu'il rendît son dernier souffle, paix à son âme, lui rendant divers services. Eh bien, quand Stéphane Witwicki lui fit comprendre qu'il voulait se lever du canapé, Gabriel lui tendit son bras, et ils commencèrent à faire le tour de la chambre à petits pas. Ce fut alors que, pour la première fois, Witwicki sombra dans une douce et légère folie, néanmoins évidente. Il s'arrêtait, et désignant quelque chose de sa main, il demandait « Et ça, qu'est-ce que c'est comme fleur, s'il te plaît ?» Or, il n'y avait pas de fleur chez lui. « Comment donc s'appelle cette fleur chez nous ? Il y en a plein en Pologne. Et ces autres fleurs, et celles-là, chez nous on les appelle tout simplement. » Par la suite, quand j'allais lui rendre visite, Witwicki était alité et défiguré par la variole, qui sévissait alors, et il ne pouvait plus parler. Et c'est le début de l'ouvrage. Alors, cette scène est devenue l'inspiration pour les tomes Les fleurs noires de Norvite. Et c'est vraiment touchant. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de banal dans cette biographie. C'est une vie dramatiquement partagée, déchirée entre une activité intense et une solitude profonde, entre la présence et l'absence. Et on pourrait dire, à l'instar de ses amis, que même la maladie de Witwicki avait quelque chose de mystérieux. Il est temps maintenant de se pencher sur quelques aspects de son œuvre en exil. Savez-vous quel a été le plus grand succès éditorial de Witwicki? Il y a une sélection de livres de Witwicki aussi édits par Witwicki. Et quel était le plus grand succès de Witwicki, commentaire? C'était un livre en Nantes, au centre et en Nantes, des otages polskich au petit hôtel polonais, un livre de prières. Populaire pendant le siècle jusqu'à la fin du
19e siècle, le début du 20e. Dans cet ouvrage, c'est pas seulement une sélection de prières ou la leçon de la pratique religieuse, pas seulement ça. C'est juste un expériment à renouveler, Witwicki cherchait à renouveler, épurer les styles de prière polonaises. Parce qu'il a pensé que notre langue est trop sentimentale, les prières polonaises sont trop longues, trop ornementées, trop baroques, on peut dire. Alors, il s'inspirait d'auteurs de la Renaissance. Et Jan Kochanowski, par exemple. Et, alors, c'est un expériment littéraire aussi. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de prose ici, cette prose didactique ou épistolographique, lettres de l'étrangère, les soirées du pèlerin. Il a préparé un tome des essais Gadou Gadou qui a été publié après sa mort. Dans l'œuvre de Witwicki en exil, il y a des thèmes qui peuvent encore aujourd'hui susciter l'intérêt et amener à des réflexions. Je voudrais en mentionner 3, très vite. Ce qui est fascinant, c'est que Witwicki fut l'un des premiers à percevoir l'immigration comme un état durable. Alors, c'est pas passager, c'est pas temporaire, c'est pas éphémère. C'est pas pour le moment seulement, puis la Pologne serait libre et indépendante, comme ça. Non, l'immigration, c'est irréversible. Et c'est une condition irréversible auquel il faut répondre par un effort intense de travail sur la culture et la langue polonaise. Il a quitté le pays en tant que poète, mais en exil, il a adopté le modèle du pèlerin, un voyageur à travers le monde, et s'est concentré sur l'apprivoisement intellectuel de cette condition. En d'autres termes, il a été témoin et a décrit la rencontre de deux sphères, celle de l'intime et celle de l'étrange. L'intime, c'est la Pologne, c'est la langue, c'est son demeure, c'est la culture, ce qui est le plus proche, natal. Et l'étrange, le monde de l'étranger, c'est la France, la culture française, la langue française. Et ces sphères existent encore aujourd'hui. L'intime et l'étrangère, et leurs formes et leurs dimensions ont évolué, mais nous sommes toujours confrontés à la réalité de la migration et aux empreintes qu'elle laisse sur l'identité des personnes vivant à la croisée de plusieurs cultures et de plusieurs langues. Alors, c'est intéressant de chercher chez Witwicki ce qu'il écrit sur les rencontres entre des sphères. Il avait une véritable obsession pour la langue polonaise. Il ne cessait de demander aux Polonais de résister à l'influence culturelle, qu'elle vienne du français, de l'anglais, du russe ou de l'allemand. Ce qui est intéressant, c'est que dans la pensée de Witwicki, le bilinguisme est pratiquement impossible. Ça m'intéresse beaucoup, parce que le bilinguisme, c'est normal chez nous dans notre monde. Pour lui, c'est pas possible. Il exclut le maintien d'une identité nationale distincte du bilinguisme. Exagère-t-il? Il suffit de lire quelques pages de Soirée du pèlerin ou bien certains romans d'Alexandre Proust ou Elise Orzeszkowa pour comprendre ce que Witwicki voulait dire. Les modèles d'éducation en Pologne étaient fondés sur des précepteurs étrangers. Était fondée sur l'imitation maladroite des formules étrangères dans la vie quotidienne aussi. Et l'ignorance des traditions de la littérature de sa propre langue était des phénomènes courants parmi la petite noblesse en Pologne. Et Witwicki en appelle donc aux Polonais pour qu'ils prennent soin de leur langue et de la renouvellent, car c'est ainsi qu'ils pourront échapper à toute menace, qu'elle soit culturelle ou politique. Pour lui, la langue maternelle est notre ancrage le plus profond dans le monde, n'importe où sommes-nous.
Mais ce n'est pas dans sa rhétorique contre les influences étrangères qui doit le plus nous intéresser ici, que son incroyable sensibilité à la langue elle-même, à la manière dont nous parlons et à sa finesse dans l'écoute des mots. Il pousse par exemple le lecteur des soirées de pèlerins à examiner constamment les mots qu'il utilise. Witwicki affirme que les mots que nous employons le plus souvent sont paradoxalement ceux dont nous comprenons le moins le sens, et car nous le considérons comme évidents. Or, ce sont précisément ces mots qu'il faut observer de plus près. Et immédiatement, on pourrait se demander quels étaient ces mots à l'époque, les mots les plus utilisés. Une idée? Nationalité. Un mot terriblement difficile à définir. Et contrairement aux apparences, car selon Witwicki, cela ne réside ni dans un nom ni dans un passeport. Et une opinion qu'il a exprimée dans la lettre à Chopin, c'est une citation, que tu gardes toujours à l'esprit. Nationalité, nationalité, et encore nationalité. C'est un mot presque vide pour les écrivains ordinaires, mais pas pour un talent comme le tien. Il y a une mélodie natale, tout comme il y a un climat natal. Les montagnes, les forêts, les eaux et les prairies ont leur voix familiale, intérieure, bien que toutes les âmes ne puissent la comprendre. Cherche les mélodies nationales, slaves, comme les minéralogistes cherchent les pierres. La fin de la citation. La langue n'est pas seulement des mots, elle est aussi une mélodie. Tout comme il existe un lien entre la musique et le climat ou le paysage, dont Witwicki parlait avec Chopin, la langue fait partie de l'expérience de l'espace familial et intime. C'est pourquoi dans la scène mémorable rapportée par Norvit, Witwicki essaie de se rappeler simultanément les fleurs et leurs noms en polonais. Parce que la langue est au cœur de la matérialité de notre univers. Pour Witwicki, la langue est étroitement liée aux mères et aux traditions, bien sûr, elle est profondément enracinée dans une culture spécifique. C'est pourquoi il s'interroge sur ce qu'on peut dire en polonais et en français, et ce qui est acceptable ou non dans ces deux langues, et pourquoi ces différences existent. Il remarque par exemple qu'en français, des couches supérieures, en français des salons, on peut facilement nommer les choses directement au XIXe siècle et trouver plusieurs façons de dire qu'une situation ou quelqu'un est stupide ou absurde. Mais en polonais, dire « t'es stupide » ou tu dis des bêtises, hors du cadre d'une plaisanterie, sont beaucoup plus tranchants, presque impolis. Et c'est intéressant que malgré toutes ces réflexions sur la langue polonaise en opposition au français et vice-versa, Witwicki devient en réalité un véritable médiateur entre ces deux langues et ces deux mondes nationaux. Il nous aide à mieux les comprendre à l'époque. Et c'est pourquoi, pour conclure, je voudrais vous montrer comment Witwicki, tout en restant dans les limites de la langue polonaise, dans les limites de son rythme, de sa syntaxe, de sa sonorité, a réussi à dépeindre Paris et l'esprit parisien avec son rythme et son ambiance. Nous allons d'abord vous présenter un extrait en polonais de sa lettre de Paris et suivi de la traduction française. Notez comment Witwicki, un styliste hors pair, commence avec les stéréotypes, les clichés et de la parisianité pour nous surprendre avec une vision de Paris bien plus profonde. Observez aussi que tout repose, dans cette lettre, tout repose sur une structure d'énumération. Et c'est terriblement difficile et dangereuse. C'est une forme qui pourrait sembler monotone, mais il la rend vivante, pleine d'humour, et d'émotions et pleine de surprises.
Alors, encore une surprise de la comédie. Kilka już lat, jak zostałem Paryżaninem. Ów Paryż, sławny na cały świat, prezes i dyktator Europy, wielki kapłan mody, wielki mistrz rewolucji, ten sam Paryż nad Sekwaną, gdzie Louvre i Tuileries, i Palais Royal, i Champs-Élysées, i bulwarów bez końca, szklanne domów ściany i szklanne ulic dachy, gdzie jest Izba Deputowanych i Lasek Buloński, Wielka Opera i wolność druku, Panteon, Constitutionnel, Musard, La Marseillaise, kilkaset omnibusów, religia księdza Châtel i Charivari, gdzie cyrk Franconiego, panna Mars, panna Rachel, pan Dupin, pan Balzac, pan Scribe, Robert le Diable, Robert Macaire i tak dalej, i powielokroć i tak dalej. Ho! Któż by kiedy wszystkie te sławności wyliczył? Paryż, za którym tylu ludzi, a zwłaszcza u nas, wzdycha i przepada, i wszystko by dali, żeby w nim choć tydzień, choć dzień, choć balonem przez niego przelecieć, ten sam, wystaw sobie, jest moim domem codziennym, moim towarzyszem nieustannym, moim chlebem powszednim. Mam go rano i wieczór, w dzień i w nocy, w zimie i w lecie, i o słońcu, i o księżycu, w niedzielę i w każdy dzień tygodnia. Tak to, kiedy się już kto urodzi pod łaskaną, a fortunną gwiazdą. Ale pisząc o Paryżu, przede wszystkim trzeba być Paryżaninem. Muszę więc coś napisać prędko, śmiało, żywo, po szpiotowsku, nic nie osłaniając, niczego nie wstydząc, jedno z drugim mieszając, o wszystkim i o niczym. Niech żyje Paryż! Dalej, do dzieła! Il y a déjà plusieurs années que je suis devenu parisien. Ce Paris célèbre dans le monde entier, président et dictateur de l'Europe, grand prêtre de la mode, grand maître de la Révolution. Ce même Paris sur les rives de la Seine, où se dressent le Louvre, les Tuileries, le Palais Royal, les Champs-Élysées et les boulevards sans fin, aux murs de verre des maisons et aux toits de verre des rues, où se trouve la Chambre des députés et le Bois de Boulogne, la Grande Opéra et la liberté de la presse, le Panthéon, le Constitutionnel, Musard, la Marseillaise, des centaines d'omnibus, la religion de l'abbé Châtel et le Charivari, où sont le cirque Franconi, Mademoiselle Mars, Mademoiselle Rachel, Monsieur Dupin, Monsieur Balzac, Monsieur Scribe, Robert le Diable, Robert Macaire, et ainsi de suite, et à plusieurs reprises ainsi de suite. Oh, qui jamais pourrait énumérer toutes ces gloires. Paris, pour lequel tant de gens, et surtout chez nous, soupirent, s'évanouissent, donneraient tout pour y être, ne fût-ce qu'une semaine, qu'un jour, ou seulement le temps de survoler en ballon. Ce même Paris, figure-toi, est ma demeure quotidienne, mon compagnon incessant, mon pain quotidien. Je l'ai matin et soir, de jour comme de nuit, en hiver comme en été, au soleil comme sous la lune, le dimanche comme chaque jour de la semaine. Ainsi, quand on est né sous une étoile bienveillante et fortunée. Mais en écrivant sur Paris, avant tout, il faut être parisien. Il me faut donc écrire vite, hardiment, avec vivacité, sans rien dissimuler, sans rien avoir honte, mêlant tout ensemble, parlant de tout et de rien. Vive Paris! Allons, au travail! Już to jak wygląda. Ile ma ulic, placów, mostów, kawiarni, sklepów, rogatek. Ile na dzień zjada szczęśliwie baranów, wołów, kur, ostrych, dzików, słonich, pelikanów, feniksów. Ile w nim szewców, krawców, szwaczek, braczek, ministrów, prezesów i tak dalej. W ten się cały uczony rachunek wdawać nie myśli. Z takich opisów tak tylko można poznać jaką stolicę, jak człowieka, o którym mówiono, że tyle ma długości, szerokości, w rękach, nogach, palcach, albo że tyle ma par rękawiczek, butów, chustek, kamizelek. Żeby ci jednak dać jakiekolwiek wyobrażenie powierzchowności miasteczka, zmówmy jedną jaką bądź jego chwilkę. W tym na przykład momencie, gdy to piszę, jest lato, jest niedziela, jest wieczór, jest pogoda, a ja wracam z Tivoli. Wystaw sobie Tylko czytaj ten kawałek szybko. obszerny ogród, altany, altanki, karuzele, hałas, ścisk, muzykę, strzelanie, tańce, gwar, klomby, samotne pary, lampy, teatra, loterie, sztuki, śliczne strojiki, śliczne nóżki, kurzawe, żandarmów, manicypałów i innych policjantów. Także słomianych krzeseł tysiące, wachlarze, parasolki, lornetki, śmiechy, gadania, śpiewania, krzyki, przekleństwa, fajerwerki, wołania, bieganie młodych, prowadzenie chorych,
ciągnienie w wózkach kaleków, wstawanie, siadanie, przesuwanie się ludzi jakby płynienie szerokiej, rozlanej rzeki. Teraz tłumne wychodzenie, fiakry, kabriolety, kocze, karety, Liberia, dzieci na ręku, pieski na sznurkach, zgiełki, kapelusze, turkot pojazdów, brąz, błoto, kwiat, perfum, zaduch rynsztoków, blask gazu, wojsko, bębnienie, dzwonienie, bruku, ruch, konie, koła, prawdziwa zarwańska ulica. Zmieszaj prędko, poproś, teraz porusz, pociągnij, żeby jedno po drugim biegało, następowało, cisnęło się, rwało, prędko, prędzej, jak najprędzej. Jeszcze prędzej! Otóż, masz przepis na zrobienie sobie portretu Paryża, jaki był dla mnie przed godziną. Prawda, że to tylko jeden punkcik, jedna chwilka, ależ cały i we wszystkim swoim ogromie Paryż. Tak jest naraz niedostępny, niewidomy dla mnie, co tu mieszkam, jak dla ciebie, co siedzisz stąd, szczęśliwy człowieku, o mil 300. Quant à son apparence, combien il y a de rues, de places, de ponts, de cafés, de boutiques, de barrières, combien il dévore chaque jour de moutons, de bœufs, de poulets, d'huîtres, de sangliers, d'éléphants, de pélicans, de phénix. Combien il compte de cordonniers, de tailleurs, de couturières, de blanchisseuses, de ministres, de présidents, etc. Je n'ai aucune intention de m'aventurer dans un tel calcul savant. Un tel recensement ne donnerait pas plus à connaître une capitale qu'on pourrait connaître un homme, en disant qu'il mesure tant en longueur et en largeur, ou qu'il possède tant de paires de gants, de bottes, de mouchoirs et de gilets. Pour te donner toutefois quelques idées de la physionomie de cette ville, attrapons-en un instant fugitif. En ce moment même, où je t'écris, c'est l'été, c'est un dimanche, c'est le soir. Il fait beau et je reviens de Tivoli. Figure-toi, et lis bien vite ce passage. Un vaste jardin, des tonnelles, des kiosques, des manèges, du bruit, de la foule, de la musique, des coups de feu, des danses, des éclats de voix, des massifs de fleurs, des couples isolés, des lampes, des théâtres, des loteries, des œuvres d'art, de jolis costumes, de jolis petits pieds, de la poussière, des gendarmes, des municipaux et autres policiers, des milliers de chaises de paille, des éventails, des ombrelles, des lorgnettes, des rires, des conversations, des chants, des cris, des jurons, des feux d'artifice, des appels, des jeunes qui courent, des malades qu'on accompagne, des invalides qu'on traîne en chariot, des gens qui se lèvent, s'asseyent, glissent, se déplacent comme un large fleuve qui déborde. Et voilà maintenant la foule qui sort, des fiacres, des cabriolets, des voitures, des carrosses, des livrées, des enfants portés dans les bras, des petits chiens tenus en laisse, du bruit des chapeaux, le roulement des véhicules, la chaleur, la boue, des fleurs, des parfums, la puanteur des ruisseaux, l'éclat du gaz, des soldats, des roulements de tambour, des cloches, des pavés, du mouvement des chevaux, des roues, une rue véritablement folle. Mélange tout cela rapidement, enchevêtre-le, fais-le maintenant se mouvoir, se succéder, s'enchaîner, se presser, s'élancer, vite, plus vite, toujours plus vite, encore plus vite. Voilà. Tu as maintenant la recette pour te faire une idée du portrait de Paris tel qu'il était pour moi il y a 1 heure. Certes, ce n'est qu'un point, qu'un moment, mais Paris dans toute son immensité est aussi insaisissable, aussi invisible pour moi qui habite que pour toi, qui est assis à 300 lieues d'ici, heureux homme. Nous avons l'impression de marcher, mais dans la mer avec les piscines, à travers la vie de la ville. On dirait par la diversité des objets, des gens, emportés par les flots, les sons et les conversations inattendues parfois absurdes. C'est une sorte de narration nominale. Les noms et les accumulations remplacent les mouvements et la dynamique que les formes verbales introduisent habituellement. Dans cette description de la quotidienneté que vous venez d'entendre, il y a par moments une manière avant-gardiste et de dadaïste ou des poètes linguistiques comme Miron Jaroszewski en Pologne au XXe siècle. C'est vraiment intéressant. Et pour finir, je voudrais dire que voilà, Witwicki, c'est la personnalité du poète qui est devenu essayiste et moraliste, lion de salon qui vivait en ermite, varsovien
qui est devenu pèlerin en Europe, un homme de talent littéraire et humain énorme. Et pour moi, ces portraits impressionnistes de la métropole parisienne, vus à travers les yeux du poète pèlerin, en même temps que des premières daguerreotypes de Paris, c'est un véritable chef-d'œuvre. Witwicki, il avait du talent et il ne l'a pas gaspillé. On revient, s'il te plaît, parce que je pense que la salle a beaucoup de questions à te poser. Donc on va pouvoir ouvrir notre discussion. J'aimerais bien commencer par vous poser la première question. Tu nous as parlé de ses liens avec Mickiewicz, donc de son amitié, mais aussi de cette implication, de cette écriture peut-être commune. Et tu nous as parlé, tu nous as mentionné Pantagruel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres œuvres auxquelles peut-être Witwicki a pu participer? Peut-être vous connaissez l'idée de sympoésie, l'idée allemande développée par les frères Schlegel. C'était l'idée de collaboration artistique ou philosophique. Alors, un artiste, un philosophe, un écrivain commence à écrire un ouvrage, il envoie cet extrait commencé à son ami, l'ami continue, et par correspondance, on écrit, c'est comment les livres ou les recueils des essais ont été développés à l'époque, au début du XIXe siècle. Et cette idée de la collaboration artistique, je pense que c'est le cas de Pantagruel, parce que Mickiewicz, il a voulu connaître l'opinion de ses camarades, d'autres artistes polonais. Il a lu des extraits de cette épopée, et Witwicki, comme son ami le plus proche, lui a recommandé de corriger les caractères de Télimène, parce qu'il est trop émancipé et trop femme fatale peut-être, au sens romantique. Alors c'est une intervention littéraire de Witwicki, moraliste. Et aussi le 4e chapitre de Pantagruel, la description de la forêt lituanienne et de la chasse. Ce sont des extraits écrits par Witwicki lui-même et corrigés par Mickiewicz. Ensuite, alors c'est les textes qui étaient développés d'une manière différente. Je pense que c'est une tendance assez populaire à l'époque de consulter des œuvres. Il y avait des abus aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Parce qu'à l'époque, tout était présenté d'abord en oral. Et en oral, c'est le moment théâtral, c'est le moment d'avoir le public. Et le public, il réagit comme vous. Il réagit par les silences, ou par le bruit, ou par des opinions extraits. Et c'est toujours la collaboration. Aujourd'hui, à notre époque, nous sommes trop silencieux, trop séparés, trop isolés dans notre processus de création. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, moi j'avais une question sur le plus grand succès, donc, qui est le Otage Polski, c'est ça qui était. Et donc ça, c'est en langue polonaise et distribué donc en France.
Et en France aussi, parmi les émigrés polonais bien sûr, mais c'était vraiment populaire. Et il y a des exemplaires même maintenant, mais je pense que la dernière édition, c'est le début du XXe siècle, il y avait 15 rééditions à l'époque. Alors c'est clair, c'est plutôt classique que romantique, si on parle des émotions religieuses. Et il y a beaucoup des influences linguistiques de l'époque de Jakub Wujek, le traducteur de la Bible en polonais, Jan Kochanowski, le traducteur des psalmistes polonais qui a inspiré Witwicki. Alors je pense que c'est aussi la littérature, non seulement la littérature religieuse, mais quelque chose qui peut être intéressant pour moi, par exemple, comme spécialiste de littérature. Et c'est un polonais, bien sûr. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors vous avez commencé par cette phrase de Mickiewicz qui accusait Witkiewicz de ne plus pas connaître les auteurs polonais. Et ensuite, plus tard, vous avez parlé de Witkiewicz, éducateur, qui regrettait le fait que l'éducation en Pologne peut-être ne tient pas en compte suffisamment la culture polonaise. Donc est-ce que c'est quand il est parti, déjà quitté la Pologne, il s'installait à Paris, qu'il s'intéressait à la culture polonaise? Ou bien, oui, Witkiewicz, pardon, où il a été injustement accusé parmi les auteurs polonais. Je pense que chez Witwicki, ça a commencé à Varsovie. Cet intérêt et cette fascination par la langue polonaise, et il a pensé beaucoup à la formation de la jeune génération, parce que son protecteur, c'était Lipiński, qui était inspecteur des écoles polonais, et il a un recueil des essais, des réflexions de Podolanin. Myśli Podolanina, c'est une sélection d'aphorismes de Witwicki qui est apparu dans les années 20 à Varsovie. Alors, à l'époque des ballades de romance, des poèmes bibliques, des poèmes pluraux. Et dans ce recueil, Witwicki, il toujours souligne l'importance de la langue et de l'éducation en polonais, polonais, parce que la formation à la maison, une formation privée basée, était fondée sur les précepteurs étrangers. C'était normal, c'était les modèles principaux parmi la petite noblesse, au milieu aristocratique, et c'est pourquoi il était tellement... Pour lui, c'était tellement fragile et délicat, cette question. À l'époque de sa jeunesse, pas seulement en exil. Des questions par là? Volontiers. Oui, Witwicki a émigré en tant que jeune homme à l'ouest, 30 ans, je crois, si j'ai bien calculé, pour éviter une émigration sans doute beaucoup plus à l'est. Est-ce que, les années passant, cependant, il aurait pu envisager un retour en Pologne, puisqu'il avait une certaine ferveur nationaliste, ou est-ce que c'était techniquement difficile, ou il ne voulait pas parce que la Pologne était indépendante? Qu'est-ce qui empêchait en fait son retour 10 ans, 15 ans après? Oui, c'est une bonne question. Je pense que la situation politique, les représailles russes, parce que les années 30 et 40, c'est l'époque de Paskiewicz à Varsovie. Alors, il n'y a pas d'université à Varsovie.
c'est fini. Il y a une école, pas l'université, l'école, haute école universitaire. Il est interdit d'éduquer en polonais. Et la langue polonaise, c'est seulement à l'église et à la maison. Et il y a la ceinture, bien sûr. Alors, la ceinture politique, je pense qu'il était personne grata en Pologne. Personne non grata. Et sa condition physique, il était toujours malade, sérieusement malade. Il avait des difficultés avec sa mobilité. Il était un vieil jeune homme, je peux dire. Et les voyages en Pologne, à la diligence, à des trains à l'époque, c'était vraiment très difficile, je pense. Il y avait des frères, son frère Antoine, il a habité à Clermont-Ferrand. Une partie des familles Witwicki a été logée en France. Alors, la maison de Witwicki était en France, de sa famille en Pologne. Je pense que c'était très difficile. Et les scènes artistiques, littéraires, humaines, c'était là-bas en France, non pas en Pologne. La Varsovie de sa jeunesse, comme je viens de mentionner, elle n'existait plus. Et il était contre l'insurrection, contre la lutte. Il s'opposait aux idées de la bataille militaire pour l'indépendance. Pour lui, c'est la réflexion et l'écriture et la formation individuelle à la maison, au foyer familial, en exil ou dans les diasporas ou dans l'État polonais, que faciliter aux Polonais de rester polonais, les Polonais de garder la nationalité, l'identité polonaise. Je ne sais pas si c'est... Ça ressort bien. Il y a une autre question, si je ne me trompe pas. Mogę po polsku. Tak, bardzo proszę. Przed chwilą wróciłem z Pantonu. Wielki kult w stosunku do nacisku rosyjskiego. Świat, pieniądzanki, dużo osób. Wyraziło się to, że uczestnictwo w dwóch kulturach człowiek jest rozdarty. Natomiast Jerzy Zubrzycki, który pierwszy zrobił doktorat PUNO w Lublinie, był innego. Człowiek uczestnicząc w dwóch kulturach wzbogaca się i wykaza trzecią wartość, przepraszam za aluzję, trzecią drogę. Łącznie naprawdę dużo ważniejsze, ale natomiast profesor Adam Szewski, Henryk, który był synem, a później został dziekanem anglistyki na Sorbonnie. I tak się szczęśliwie złożyło, że był w komisji egzaminacyjnej. Wielki wysiłek. Robiłem tezy doktorskie na temat integracji 3 pokoleń Polaków we Francji. Doszedłem do takiej mój widok nastąpiła degradacja wielkich w Paryżu, awansowałem z północnej Francji, z Nord i Pas. No jestem dumny, że mam taki talent. Dlatego przewróciłem się na Syberię i żałuję, że tam nie zostałem. Tam czułem się bardziej Polakiem, bardziej
niż w tym geście europejskim. C'est la Polsce daje... sur Mogę l'identité. już skończyć. Jeśli można. Chwileczkę, bo musimy... To zapraszam na spotkanie przy pomniku Adama Mickiewicza w niedzielę o godzinie 16. Spontaniczne, przy Alma Mater. I tam może coś tak spontanicznie i Państwo, i koledzy dwaj, którzy przyjechali z Warszawy po raz pierwszy są w Paryżu. Trzeci dzień. To może byście tam z czegoś jeszcze się dowiedzieli. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais en fait, on parlait de l'identité de la personne binationale. Donc, est-ce que c'est un déchirement? Est-ce que c'est une richesse? Et je pense que c'est par rapport à ce que Dorota qui me disait, la vision de Litvitsky sur la question de l'identité. Je pense que c'est la question. C'est la question. Vous êtes polonais, parisien, polonais, français. Moi, je peux juste penser, réfléchir sur quelques questions théoriquement, mais je pense que Litvitsky, il avait tort, parce que le bilinguisme n'est pas une catastrophe d'identité personnelle. Mais c'est très difficile et c'est trop compliqué du point de vue financier, psychologique, intellectuel. Et c'est un défi d'être membre des nations, des cultures, des langues. Et d'être peut-être le premier qui savait combien d'efforts il faut de réunir ces deux cultures, des langues, des structures, syntaxe, sonorité, tout cela les paysages, le climat, tout ce qui forme l'identité nationale. Mais moi, je suis laïque dans ce domaine parce que j'habite en Pologne. Peut-être. Vous avez la chance de la soirée, on pourra aussi. Oui, on pourra tout à fait, oui, parce que je pense que chacun de nous a son témoignage personnel à apporter, bien évidemment. Afin de terminer notre discussion et de faire le lien avec la partie artistique, Dorota, est-ce que vous pouvez nous parler du lien que Litvitsky avait avec Chopin? Je pense que ça nous permettra justement de faire le lien avec la partie suivante. Alors, Varsovie, les années 20, la nuit, la vissure, et il y a 4 personnes qui se promènent dans la nuit. Mornatsky, Litvitsky, Chopin et Zaleski. 4 poètes ou artistes et musiciens, parce que Mornatsky était aussi pianiste, comme Chopin. Et alors c'était les cercles d'amis, ces amis, après, les années d'après, ils se sont rencontrés à Paris comme des artistes développés, populaires, comme Chopin, et il n'y avait pas de conflit entre Chopin et Litvitsky. Chopin a composé, a préparé cette musique pour les 10 poèmes de Litvitsky à Varsovie. 3 ou 4 chants sont composés, écrits à Varsovie. Alors, avant l'insurrection, Chopin a compris qu'il y a quelque chose d'authentique dans la poésie de Litvitsky. Cette poésie, poème rural ou idyllique, c'est
ce sont des poèmes imitant la manière des ballades ou des chansons traditionnelles polonaises, les rythmes, les textes, des goûts de naturel dans ces textes. C'était quelque chose qui était vraiment fascinant pour Chopin, je pense, et c'est pourquoi il a fait la musique pour ces 10 poèmes. Après partir pour la France, il a écrit des compositions pour le reste de ces poèmes. Il n'était pas le seul parce qu'il y avait 4 ou 7 compositeurs polonais qui ont choisi faire de la musique. Alors c'est une collaboration conjugale, est-ce qu'ils disent en français, je ne sais pas. D'un musicien, d'un poète, et c'est une amitié parfaite, je pense. Il n'y avait pas de jusqu'à la mort de Litvitsky. C'est Georges Sand qui a donné cette nouvelle à Chopin. Il était tellement dévasté par cela parce que c'était la 3e personne de son proche milieu amical qui était mort. Alors, je pense que ce sont les 20 ans ou 30 ans de l'amitié assez proche. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Nous allons passer à la deuxième partie de la soirée, donc notre partie artistique, préparée par le groupe théâtral Comédianti qui existe auprès de l'association AFREM depuis 2013, donc ça va faire maintenant plus de 10 ans. Nous avons le petit programme détaillé de cette soirée-là. Donc vous allez assister à la récitation et à la lecture des poèmes ainsi que des chants avec les textes de Litvitsky et les mélodies de Chopin. Au piano, Jacek Jędrzej, ici présent. Au chant, Jacek Kłakowski. La dernière position, donc c'est une petite surprise, c'est un clin d'œil vers Mickiewicz, donc c'est Lecz moich oczu, un poème hors de ma vue. Tout ceci aussi par rapport au 170e anniversaire de la mort de Mickiewicz que nous allons célébrer l'année prochaine. Merci beaucoup. Schodziło słoneczko,
zdziwiona. Przywitał go ojciec stary, siostry mu wyniosły dary. Cieszyli się bracia mili i sąsiedzi się cieszyli. Gdzieżeś, matko? Wracam z boju. Matko miła, wyjdź z pokoju, niech uściskam twoje nogi. Wyjdź przywitać syna z drogi. Jakże może wyjść do ciebie, gdy od roku po pogrzebie pokój w ziemi ma zrobiony i kamieniem przyłożony? Ja mi ten pokój sprawił. Długom się na wojnie bawił. Żyjcie już tu sami sobie, gdy przyze mnie matka w grobie. Mszy i modlitw nie zaniechał. Jak przyjechał, tak odjechał. Znikł za górą rycerz zbrojny. Już nie wróci nigdy z wojny. To są czary. Pewno czary. Coś dziwnego w tym się świeci. Dobrze mówi ojciec stary. Robię, gadam bez pamięci. W każdym miejscu, każdą dobą. Idę w lasy czy jary. Zawsze widzę ją przed sobą. To są czary. Pewno czary. Czy pogoda sprawia ciszę? Czy wiatr łamie drzew konary? Zawsze. Wszędzie głos jej słyszę. O, to pewno czary. W dzień się myślą przed nią stawia, w nocy kształt jej biorą mary. Ona przy mnie, w snach, na jawie. Jestem pewny, że to czary. Gdy z nią śpiewam, czuję trwogę. Gdy odejdzie, żal bez zmiany. To są czary, pewno czary. A nie wątpić, że to czary. Na to miłe słówko rzekła. Przyrobiła mnie do domu, by zdradziła. By urzekła. Ufaj, że tu teraz komu. Niewiasto, pokój wam błogi. Czemuż ta żałość głęboka? Kogoż wyglądasz z tej drogi, że tak nie zwracasz z niej oka? Ach, patrzę i łzy wciąż płyną. Nie patrzę ja tu daremnie. Tą drogą córkę jedyną na cmentarz nieśli ode mnie. Niewiasto, żal cię niech rzuci. Umarli odżyć nie mogą. Z cmentarza nikt już nie wróci, kogo więc czekasz tą drogą? Ach, łzy mi świat już zakryły. Nie patrzę ja tu daremnie. Tą drogą syn mój, syn miły, na wojnę poszedł ode mnie. Dopiero stanął przed chatką. Nie patrz tam, nie patrz po drodze. Otrzyj łzy, poznaj mnie, matko. Twój syn przy twojej jest nodze. C'est un charme, intime et tendre, un attrait toujours fidèle. Mon père peut bien prétendre que je perds l'esprit pour elle, que je perds l'esprit pour elle, car vraiment je ne me qu'elle. Et loin d'elle, je ne peux vivre. Dans mes rêves, je l'appelle. C'est un charme qui m'enivre, c'est un charme qui m'enivre. Sans lutter, mon cœur se livre. Sur ma route, son image, comme une ombre, veut me suivre. C'est un charme, un frais mirage, c'est un charme, un frais mirage. Je reçois un doux message. Et chez elle, je me glisse.
Mais je crains qu'au jour d'orage, ma charmeuse me trahisse. Ma charmeuse me trahisse. Skąd to płyniesz, strumieniu, że tak mruczysz żałośnie? Czy nie miło ci w cieniu, gdzie ten gaj piękny rośnie? Może w obcej krainie stał nad tobą mój luby i przy mniejszej dziewczynie zdradnie śmiał się z mej zguby. Może ze swym szlegiem jadąc, wojną znękany, nad twym upadłby brzegiem i obmywał swe rany. Rany swoje obmywał i nieznany nikomu. Smutną piosenkę zaśpiewał, myśląc o mnie, o domu.
włosy, mruczy zdrój po dłoni. Ukryta we wrzosy, gdzieś jałówka dzwoni. Piękną, miłą dłonią leci wzrok wesoło. Wokół kwiaty wonią, kwitną gaje wkoło. Paś się, błąkaj trzodko, ja pod skałę siadę. Piosenkę lubą, słodko śpiewać sobie będę. Ustroń miła, cicha. Jakiś żal w pamięci? Czyłoś serce wzdycha, w oku łza się kręci. Łza wybiegła z oka, ze mną strumyk śpiewa, a do mnie się z wysoka skowronek odzywa. Jakże ładny, że ledwo winny oku, coraz wyżej, wyżej, już zniknął w obłoku. Uleciał szczęśliwy, tam swą piosenkę głosi i ziemi śpiew tkliwy do niebios zanosi. Et là-haut, du ciel, l'alouette m'appelle, qu'elle est vive et belle. Je la perds de vue quand elle monte ainsi pour toucher les nues. Elle s'est envolée, heureuse. Elle porte aux cieux le doux chant de la terre dans ses notes joyeuses. Hej! Wkoło Dąbrowy, a domek w dolinie, bodaj żył gajowy przy lubej dziewczynie. Sobie żyjemy sami, puszcza nas osłania. W białych pańskich dworach muzykantów granie, milsze w czarnych borach kółek kukanie. W białych pańskich dworach słudzy z pochodniami, nam tu w czarnych borach wszedł miesiąc z gwiazdami. Miesiączku, nie gaśnij, rosa połyskuje, myśli świecą jaśniej, żywiej serce czuje. Idź, kto chcesz do dworów, dworskim ciesz się stanem. Ja sobie wśród borów jestem strzelcem, panem. Biegam, hukam, śpiewam, ja wolny gajowy. Echem się odzywam na bory Dąbrowy. L'eau jaillit des mousses, l'air paraît en fête. Dans le brise douce chante l'alouette. Beau soleil qui glisse aux piscines des fleurs, verse tes délices jusqu'au fond des cœurs. Triste quand je pleure, en vaine caresse ce lilas mes fleurs. Il connaît mes peines. Si je chante un rêve, un passé si cher, mon beau lit s'achève en sanglots amers. Et pourtant, qu'il vibre sans que rien l'arrête, qu'il s'élance libre.
Świeć lub gaśnij światło słońca. Schnij lub kwitnij dolim kwiecie. Moim płaczom nie masz końca. Dla mnie nic już na tym świecie. Mówią wrócę, a nie wraca. Mówią kocham, a nie kocham. Niech mu niebo nie odpłaca. Niech ja tylko cierpię, płocha. Żegnam ciebie, miła chatko, gdziem wprzód żyła tak szczęśliwie. Żegnam w chatce ciebie, matko, i was, siostry, żegnam tkliwie. Gdy noc będzie na dolinie, pójdę od was nocą ciemną. Dzikie lasy na pustynię. Tylko smutek pójdzie ze mną. Lecz gdy ujrzę taką chatkę, taką niwę gdzieś z daleka, taką starą, biedną matkę, jak na dziecię swe narzeka, wtedy z żalu padnę pewnie. Wspomnę lata nestroskane i zapłaczę ciężko, żernie i już więcej nie powstanę. Gdzie na śniegach śniegów łoża i gdzie słońce żarem pali, z kraju w kraj, na morze z morza, gdzie wzrok sięgnie w świat, a dalej na najwyższe w świecie góry, coraz wyżej, jeszcze wyżej, a z wierzchołków gór na chmury, tak jak orzeł, śmiały, chyży. Ach tam, choćby chwilę, błyskawicą będę błyskał, łapał gwiazdy jak motyle, a nogami deszcz wyciskał. Będę mył się w źródłach rosy, obłokami twarz obcierał, promieniowicze są włosy, w słońce księżyc się ubierał. Aby śnieżej nabrać mocy, zrobię sobie z chmur posłanie. Tam przez 3 dni, przez 3 nocy, przewracać się jak na sianie. Gdy się znudzę, w tęż godzinę, w pierwszy lepszy pierwszy wsunę, nim jak płaszczem się odwinę i na ziemię, jak ptak, runę. Wtedy z lubą się zaręczę, skarby zbyt z najprostszej jazdy.
Dam na wstążki siostrom tęczę, do zabawki braciom gwiazdy. Krzyknie cała okolica. Króle do mnie przyślą ojcem, że wziął srebro od księżyca i zakupił złote słońce. Qui a l'initiative de toute cette soirée. Merci beaucoup. J'ai un petit mot de
de la famille, si vous permettez. Il se trouve que nous sommes de la famille de Stéphane Witwicky. Voilà. Alors, un petit mot de la famille. Vous acceptez? Ah ben bien sûr. Au nom de la famille de Stéphane Witwicky, je remercie très chaleureusement tout d'abord la SHFP, bien entendu, et la Bibliothèque polonaise, lieu emblématique où, dès le XIXe siècle, les grands personnages faisaient vivre l'esprit de la liberté et le désir de la liberté. Un grand, grand merci, professeur de Rotin, Pierre Mec, c'était épatant, passionnant. Nous avons appris énormément de choses. C'était vraiment très instructif et pétillant. Énormément pour remercier Comedianti. Donc, je dis, vous êtes incroyable, tout simplement incroyable. À chaque fois, et là, vraiment, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Merci infiniment, vraiment. Et j'ai envie de dire la chose suivante pour cette belle, magnifique soirée. Stéphane Witwicky est mort en martyr. Nous, la 6e génération, nous ne sommes pas la famille directe, mais nous avons 6 générations avant, Stéphane Witwicky et Mikołaj Witwicky étaient frères. Donc nous avons un lien très très fort, c'est des cousins germains. Donc j'ai envie de dire, cet homme qui est mort en martyr et qui n'avait pas de descendance directe, nous ne l'oublions. Voilà. Vous ne l'avez pas oublié, nous non plus, la famille ne l'oublie pas. Merci pour cette soirée. Vraiment. Merci à vous.